Le syndrome du côlon irritable, c'est un syndrome de douleur chronique qui est quand même assez prévalent au niveau de la société. Il y a plusieurs études qui ont démontré que le syndrome du côlon irritable, ça touche à peu près 15 à 20 de la population. Souvent, dans plusieurs études, il y a plus de femmes qui ont le syndrome du côlon irritable que les hommes, à peu près 5 femmes pour chaque 2 hommes. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas s'il y a un effet de l'estrogène, on ne sait pas s'il y a un effet au niveau de la sérotonine, on ne sait pas s'il y a un effet au niveau du microbiome. Donc, il y a aussi la possibilité que les femmes vont remplir les questionnaires plus souvent, vont peut-être faire plus d'efforts pour la recherche ou même vont rapporter plus leurs symptômes à leur médecin de famille. Donc, le syndrome du côlon irritable, c'est quand même prévalent, 15 à 20 ça affecte un peu plus les femmes que les hommes. Ça va aussi toucher les adultes jeunes en train de travailler, qui sont entre l'âge de 20 ans et 60 ans. Donc, c'est un problème qui touche les jeunes en train de travailler qui vont avoir un effet au niveau de leur travail, au niveau monétaire, au niveau de l'école. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui a un impact assez important au niveau de la société. La définition du syndrome du côlon irritable, c'est une douleur abdominale chronique, ok, qui est présente à peu près une fois par semaine et qui va avoir une durée en général à peu près 3 mois. Mais la plupart des patients vont souffrir pendant au moins 6 mois ou plus. La plupart des patients qui souffrent du côlon irritable souffrent d'au moins 5 à 10 ans et euh, ils vont souffrir en parlant, il y a à peu près 50% des patients qui vont parler avec leur médecin de famille. Il y en a qui vont aller à l'urgence à cause de la douleur abdominale. Ils vont être hospitalisés pour la douleur abdominale. Donc, c'est quelque chose qui va augmenter la consommation des visites au niveau du médecin. C'est quelque chose qui va aussi avoir un effet au niveau du travail. Donc, la définition pour le syndrome du côlon irritable, c'est une douleur chronique une fois par semaine qui dure depuis au moins 3 mois et qui est associée avec 2 ou 3 critères. Donc, la douleur abdominale a un changement avec la défécation. La douleur abdominale va être soit augmentée ou diminuée lorsqu'on va passer la selle. La douleur abdominale va aussi être associée avec un changement au niveau de la fréquence des selles. Donc, on va avoir la douleur abdominale avec la diarrhée, la douleur abdominale associée avec la constipation. Et aussi, il va y avoir un changement au niveau de la forme de la selle. Donc, on va passer une selle qui va ressembler à des petites balles qui va être difficile à passer. On va avoir une banane qui va être dure et puis difficile à passer. Ou on va avoir de l'autre côté une selle qui va se défaire dans le bol. Ça va ressembler un peu de la boue ou bien de la moutarde. Donc, ça, c'est un changement au niveau de la forme de la selle. Donc, c'est une douleur abdominale chronique, une fois par semaine depuis 3 mois, qui est associée avec un changement avec la défécation au niveau de la fréquence ou au niveau de la forme la forme de la selle. Le diagnostic du côlon irritable, c'est associé avec 2 ou 3 critères. La classification du syndrome du côlon irritable a 4 sous-types. Donc, la raison pour laquelle on va classifier le syndrome du côlon irritable, c'est 1 pour la recherche et 2 pour le traitement. Donc, ce qu'on aime, c'est qu'on aime de pouvoir rechercher les mêmes patients qui souffrent de la même maladie. Donc, on va les classifier pour la recherche, mais aussi, le traitement ne va pas être nécessairement pareil si tu vas souffrir de la diarrhée versus la constipation. Donc, nous, on va classifier les patients en syndrome du côlon irritable avec diarrhée. On va aussi classifier le syndrome du côlon irritable avec la constipation ou avec le type mixte, donc mélangé. Donc, tu vas avoir la combinaison de la diarrhée avec la constipation.
puis tu vas avoir le syndrome du côlon irritable inconnu ou non typé. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer dans soit la diarrhée ou la constipation. Ils sont toujours à droite et à gauche. Donc, une note que je voudrais faire qui est très importante, c'est la présence de la douleur. Si le patient souffre de la diarrhée chronique sans douleur abdominale, ce n'est pas un diagnostic du syndrome du côlon irritable. Le diagnostic du syndrome du côlon irritable, c'est la douleur chronique. Donc, pour avoir le diagnostic du côlon irritable, il faut avoir la présence de la douleur avec la diarrhée. Donc, si tu as de la diarrhée sans douleur, c'est de la diarrhée qui veut dire une investigation pour d'autres choses. Mais le syndrome du côlon irritable syndrome du côlon irritable avec la diarrhée, c'est une classification, mais n'oubliez pas que la douleur, c'est très important. Pour la constipation, là aussi, la douleur est importante. Et pour la constipation sans douleur, c'est de la constipation chronique. Ce n'est pas le syndrome du côlon irritable avec constipation. Donc, n'oubliez pas que pour avoir le diagnostic du côlon irritable, c'est important d'avoir la douleur abdominale. Pour les causes du côlon irritable, il y a souvent une histoire familiale, donc il y a souvent une histoire de ma mère avait le côlon irritable ou mon frère, donc ça court souvent dans les familles, mais on n'a pas vraiment identifié beaucoup de mutations génétiques pour expliquer ceci. Donc, c'est quand même assez rare qu'il y ait des mutations qui donnent le côlon irritable et c'est souvent seulement noté en termes de recherche. Un peu plus fréquemment, quand même, c'est le côlon irritable qui développe après une grosse infection gastro-intestinale. Donc, on va au restaurant et on mange quelque chose, puis là, on développe la diarrhée, des nausées, des vomissements, et le côlon irritable semble persister après ceci. Même parfois, quand on va en vacances, on attrape un parasite ou on attrape une infection pendant qu'on voyage. Ceci, c'est souvent associé avec le côlon irritable. Donc, à peu près 15 à 20 des patients avec le côlon irritable notent une infection dans le passé. C'est peut-être même plus fréquemment que ça, mais on note à peu près 15 à 20 dans les recherches. Au niveau du microbiome, on note des différences au niveau des patients qui souffrent du côlon irritable et ceux qui ne souffrent pas du côlon irritable. Donc, des patients en santé ont quand même plus de bactéries, de bonnes bactéries quand on analyse les selles des patients avec le côlon irritable. Et on note des produits de fermentation qui sont augmentés au niveau des patients qui souffrent du côlon irritable. Donc, on appelle ceci des acides gras qui sont des produits de fermentation. Et puis, ces produits de fermentation ici vont venir une fois qu'on va manger des fibres solubles ou ben donc des hydrates de carbone ou des sucres assez, assez combinés, assez denses. Quand on va manger des fibres solubles et des hydrates de carbone assez denses, ça va migrer à travers le petit intestin, puis ça va arriver au niveau du côlon. Les bactéries au niveau du côlon vont fermenter et manger ces sucres ici et faire des produits de fermentation. Et les patients qui souffrent du côlon irritable semblent avoir des produits de fermentation qui sont augmentés par rapport à des patients en santé. Il y a aussi eu de la recherche au niveau des biopsies faites au niveau de la muqueuse et il y a eu des examens faits avec des endoscopies au niveau de tout l'intestin et on a fait des aspirations au niveau des sécrétions et on a fait des cultures et on a noté que les patients qui souffrent du côlon irritable semblent avoir une augmentation au niveau des bactéries et un changement au niveau de la qualité des bactéries. Donc, des bactéries qui vont faire plus de toxines, qui vont faire plus de gaz, qui vont faire plus de produits qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. Les patients qui souffrent du côlon irritable donc, ont plus de ces bactéries-là et un changement au niveau de la qualité
des bactéries. Donc, un changement de les bonnes bactéries vers les mauvaises bactéries au niveau du petit intestin. Donc, on note au niveau du microbiome, on a un changement au niveau du petit intestin et on a aussi noté des changements au niveau du gros intestin, le côlon. Souvent, on fait l'association entre les maladies, les symptômes psychiatriques et le côlon irritable au niveau de l'anxiété, la dépression et même la fibromyalgie et la fatigue chronique. Et il y a un gros pourcentage de patients qui souffrent du côlon irritable qui notent qu'ils ont eu des symptômes au niveau de l'intestin avant les symptômes au niveau de psychiatrique. Donc, on note maintenant que les symptômes psychiatriques, ce n'est pas nécessairement ce qui a causé le syndrome du côlon irritable, mais c'est souvent associé. Mais le côlon irritable semble, dans une grosse majorité des cas, être présent avant les symptômes psychiatriques. Une personne qui a 50 ans, qui a même les critères du syndrome du côlon irritable, devra quand même avoir un dépistage pour le cancer du côlon. On parle aussi de l'histoire familiale. Donc, dans votre famille, s'il y a une histoire du cancer du côlon ou des polypes chez quelqu'un qui est assez jeune, moins que l'âge de 60 ans, ben, ça pourrait dire que peut-être que vous auriez besoin d'une coloscopie à l'âge de 40 ans. Donc, s'il y a une histoire familiale de cancer du côlon ou des polypes, c'est quelque chose qu'il faudra discuter avec votre médecin de famille. En parlant de l'histoire familiale, il y a aussi l'histoire de la maladie Crohn's et aussi de la colite ulcéreuse. Les maladies inflammatoires de l'intestin ont quand même un lien génétique assez fort. Donc, si vous avez une histoire de Crohn's ou colite ulcéreuse, moi, je dirais que vous auriez besoin d'en discuter avec votre médecin de famille. Et aussi la maladie de cœliaque. Le syndrome du côlon irritable aussi est concernant s'il y a eu un changement récent au niveau des selles. Mettons que vous avez de la diarrhée pendant plusieurs années. Et là, tout d'un coup, on se retrouve qu'on est en constipation. Donc, ça, c'est un changement au niveau des selles et c'est quelque chose de concernant qu'il faudra en discuter avec votre médecin. La présence de saignements, donc un saignement rouge clair pourrait être des hémorroïdes, mais il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas un gros polype au niveau du rectum ou même un cancer au niveau du rectum. Moi, dans ma pratique de gastroentérologie, j'ai quand même trouvé plusieurs cancers du rectum et il avait eu le diagnostic du saignement au niveau des hémorroïdes pendant plusieurs années. Donc, s'il y a un saignement rouge clair au niveau quand on voit la selle, un saignement rouge clair au niveau du bol, la présence d'un saignement bourgogne où ça ressemble à du vin, ou même des selles noires qui sont quand même gluantes, c'est quelque chose qui sera concernant et il faut en discuter avec votre médecin. La présence de sel ou d'un réveil pendant la nuit à cause de la douleur, c'est quelque chose qui est aussi concernant parce que le côlon irritable n'est pas nécessairement associé avec des symptômes pendant la nuit. La présence de perte de poids qui est concernant, c'est quelque chose qui est aussi pas nécessairement vu avec le syndrome du côlon irritable. Donc, la perte de poids, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Lorsqu'on va voir son médecin de famille, et on a un examen au niveau de l'abdomen. La présence d'une masse palpable, c'est quelque chose qui est concernant, qu'il faut être investigué. D'habitude avec une échographie de l'abdomen ou même un CT scan de l'abdomen. Lorsqu'on a des prises de sang, s'il y a présence d'un changement au niveau des globules rouges, on parle de l'anémie ou même une perte de fer ou une anémie ferriprive, c'est quelque chose qui est concernant, qui dira qu'il faudra être investigué encore plus loin. La présence d'un test positif pour du sang dans les selles ou même un FIT test, c'est quelque chose qui est concernant qu'il faut être investigué aussi.
Donc, pour le traitement du côlon irritable, ça peut être quand même quelque chose d'assez frustrant pour le patient, mais aussi pour le médecin. Pour le patient, le problème avec le syndrome du côlon irritable, c'est au niveau de la souffrance. Les personnes qui souffrent du côlon irritable ont souvent des maladies psychiatriques associées avec ça, telles que l'anxiété, la dépression. Donc, ça va augmenter la souffrance au niveau de la maladie du côlon irritable. Et aussi, il y a un problème au niveau de euh, la validation de la maladie. Donc, un jeune adulte va aller voir son médecin, puis il va avoir beaucoup de douleur, avoir de la misère avoir du mal à aller au travail, va perdre des journées, va perdre de l'argent, va peut-être pas pouvoir bien performer à l'école parce qu'ils ne sont pas capables d'aller à leur examen. Et les médecins vont peut-être un peu négliger les symptômes et juste dire, oh, ben, c'est parce que tu es stressé ou c'est parce que tu n'as pas dormi assez. Donc, ça peut être frustrant au niveau des patients. De l'autre côté, ça peut être assez quand même frustrant au niveau du médecin parce que pour le médecin, il n'y a pas vraiment un test sanguin qui va donner un diagnostic, il n'y a pas vraiment une échographie qui va donner un diagnostic, il n'y a pas donc, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas vraiment de bon questionnaire pour le syndrome du côlon irritable. Donc, c'est frustrant pour le médecin. Et le médecin, n'oubliez pas, a toujours la peur de manquer quelque chose, manquer un cancer, manquer une colite ulcéreuse, même si les études démontrent que c'est quand même exceptionnellement rare lorsqu'on a un diagnostic positif et bien fait du côlon irritable. Pour le traitement du côlon irritable, le premier traitement doit être la diète. Donc, la diète, moi, je suggérerais d'avoir un traitement en même temps avec son médecin de famille et une diététicienne qui va suivre une diète spécifique qui s'appelle le FODMAP. Donc, le FODMAP, c'est des éléments qui sont difficiles à digérer. Et ce qui arrive, c'est quand on mange des FODMAP, c'est que ça va migrer en bas dans l'intestin grêle. Puis n'oubliez pas que les patients qui souffrent du côlon irritable ont plus de bactéries dans la fin du petit intestin et ont un changement au niveau de la population de ces bactéries-là. Donc, s'ils vont manger beaucoup d'éléments qui sont difficiles à digérer, ça va migrer en bas et ça va nourrir les bactéries dans le petit intestin. Ça va être fermenté, ça va faire des gaz et faire de la douleur. Donc, le FODMAP, suivre la diète, va aider les symptômes et c'est un test pour différencier les patients qui souffrent du côlon irritable et ceux qui ne souffrent pas du côlon irritable. Je voudrais mentionner quand même que la diète FODMAP et d'autres diètes aussi, telles que la diète keto, et, Atkins, Montignac et des choses comme ça. Il y a beaucoup de ces diètes ici qui sont faibles en prébiotiques. Donc, c'est des diètes qui sont faibles en hydrates de carbone assez denses. C'est aussi une diète qui est faible en fibres solubles. Donc, n'oubliez pas que les bactéries dans le côlon ont besoin de ces prébiotiques-là euh, pour manger, puis ensuite pour fermenter des acides gras, puis ensuite nourrir l'intestin. Donc, les patients qui vont suivre le FODMAP pour plus que 2 mois ou qui vont aller sur des diètes extrêmes keto sans beaucoup de légumes ou de salades ou des fibres solubles, bon, ils vont avoir un gros changement au niveau du microbiome et ça, c'est pas vraiment bon pour à long terme. Donc, le traitement de la diète, c'est pour les symptômes, c'est aussi pour un test pour voir si on peut avoir un soulagement au niveau des symptômes, mais ce n'est pas un traitement à long terme et il faut penser à un autre traitement. La diète sans gluten, ça a été démontré égal à la diète FODMAP. Donc, moi, je suggérerais la diète FODMAP avec l'aide d'une diététicienne. Ensuite, je voudrais mentionner des traitements qui peuvent être importants pour les symptômes, puis je parle des antispasmodiques. Donc,
les antispasmodiques, c'est des médicaments qui peuvent être prescrits par le médecin, mais aussi on peut acheter des huiles de menthe poivrées qui sont encapsulées. En anglais, on dirait enteric-coated peppermint oil. Donc, on pourra acheter ces suppléments-là qui vont marcher pour les spasmes au niveau de l'intestin. Puis, on peut prendre ça une fois qu'on a des douleurs abdominales ou des spasmes, puis ça va aider. Mais je voudrais mentionner que les antispasmodiques, ce n'est pas quelque chose qui va changer le microbiome, donc ça ne va pas nécessairement aider à long terme, mais c'est quelque chose qui peut marcher pour les spasmes et pour la douleur. Auparavant, j'ai remarqué que c'était important de classifier le syndrome du côlon irritable en termes de côlon irritable avec constipation ou avec diarrhée. Si on souffre du syndrome du côlon irritable avec constipation, un médicament qui a été approuvé par Santé Canada, c'est le médicament qui s'appelle Constella ou l'anoclotide. L'anoclotide, c'est un médicament, ou Constella, qui n'est pas absorbé très bien par le système digestif. Donc, c'est un médicament qui va rester dans l'intestin et ça va induire une sécrétion au niveau de l'intestin. Donc, ça va mettre plus d'eau et humidifier les selles et soulager la constipation. Dans le plus petit dosage, ça a été approuvé pour la constipation. Et aussi, les plus hauts montants, on peut avoir un soulagement de la constipation et de la douleur abdominale. Donc, pour le côlon irritable, constipation, le traitement suggéré, c'est l'anoclotide. Au niveau des probiotiques, il y a certains probiotiques qui ont été démontrés efficaces avec le côlon irritable, surtout le Bifido infantis et aussi Lactobacillus plantarum. Il y a deux bactéries spécifiques qui ont été démontrées être efficaces. Mais la difficulté avec les probiotiques, c'est quand on achète des probiotiques au niveau du marché, c'est difficile à dire si il y a une congruence entre ce qui est marqué sur la boîte et ce qu'il y a vraiment dans les bouteilles. Donc, c'est difficile à dire si ça marque 25 milliards, s'il y a vraiment 25 milliards dans la capsule. Donc, il n'y a pas vraiment une régulation pour, il n'y a pas vraiment de système établi pour établir une uniforme. Donc, il n'y a pas de police vraiment pour démontrer la qualité des probiotiques. Il n'y a pas vraiment de normes pour le tester pour faire sûr qu'il n'y a pas de contaminants, pour faire sûr qu'il n'y a pas d'autres choses. Et aussi, les probiotiques peuvent augmenter des symptômes de côlon irritable. Avec, souvent, il y a des produits laitiers et il y a une augmentation de l'histamine au niveau des probiotiques. Donc, les probiotiques, en général, ne sont pas vraiment suggérés ou n'ont pas été démontrés à être vraiment efficaces pour le côlon irritable. Pour le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, il y a deux médicaments qui sont approuvés par Santé Canada. Numéro un, c'est un médicament qui s'appelle iloxadeline ou Viberzi. Donc, iloxadeline, c'est un médicament qui va fonctionner au niveau des récepteurs narcotiques, donc des mêmes récepteurs que la morphine au niveau de l'intestin. Et ça va soulager la douleur, donc c'est bon pour les crampes. Et ça va aussi soulager la diarrhée parce qu'un effet secondaire des narcotiques, c'est de causer la constipation. Donc, l'iloxadeline ou le Viberzi, c'est un médicament qui va soulager la douleur et les diarrhées. Et c'est une grosse molécule qui ne va pas se rendre au niveau du système nerveux central. Donc, c'est un narcotique qui ne va pas avoir d'effet au niveau du cerveau comme un narcotique. Donc, c'est un médicament qu'on peut prendre qui ne va pas nous empêcher de conduire. On ne va pas être considéré sous l'effet d'une drogue si on prend ça. Et ça ne va pas soulager la douleur. Si tu prends le Viberzi, ça ne va pas soulager une douleur au niveau du bras ou ça va juste soulager les douleurs avec les récepteurs au niveau de l'intestin.
Un autre médicament qui est approuvé par Santé Canada pour le syndrome du côlon irritable, c'est le rifaximin. Le rifaximin, c'est un antibiotique, donc ça va changer le microbiome. Et c'est un antibiotique qui a très peu d'absorption systémique, donc 0,4% du médicament va être absorbé par l'intestin. Et c'est un médicament qui va fonctionner avec les selles biliaires. Les selles biliaires sont sécrétées par le foie, sont présentes au niveau de l'intestin grêle ou le petit intestin, et là, l'iléon terminal va réabsorber les selles biliaires. Donc, il y a très peu de selles biliaires dans le côlon, donc le rifaximin n'est pas vraiment actif au niveau du côlon. Donc, c'est un médicament parfait c'est un antibiotique pour les bactéries au niveau du petit intestin. Donc, on peut rassurer par le fait que le rifaximin va être absorbé de très peu et aussi va être actif dans le petit intestin. Le traitement pour le rifaximin, c'est 14 jours. Donc, c'est un traitement assez raccourci et c'est approuvé par Santé Canada pour le côlon irritable avec diarrhée. Une autre classe de médicaments qui peut aider les symptômes du côlon irritable, c'est des médicaments contre l'histamine. Donc, au niveau de la muqueuse ou de la muqueuse de l'intestin, les personnes qui ont un côlon irritable semblent avoir des cellules qui sécrètent l'histamine plus que la population générale. On appelle ces cellules ici mastocytes. Et des médicaments qui vont diminuer la sécrétion d'histamine semblent aider les symptômes du syndrome du côlon irritable. Il y a un supplément qui s'appelle le quercetin, Quercetin, qui a été démontré au moins dans le laboratoire de diminuer la production d'histamine au niveau de l'intestin. Donc, la dernière classe de médicaments qui n'est pas approuvée par Santé Canada pour le syndrome du côlon irritable, c'est les antidépresseurs. Souvent, il y a des symptômes psychiatriques qui sont associés avec le syndrome du côlon irritable, tels que l'anxiété, la dépression. Donc, s'il y a une indication pour traiter la maladie psychiatrique, on peut penser à certains médicaments qui ont des changements au niveau de l'intestin. Donc, un antidépresseur qui s'appelle amitriptyline ou Elavil, c'est un médicament qui est souvent associé avec un ralentissement au niveau de l'intestin. Donc, si tu as le côlon irritable avec la diarrhée et tu as de la misère à dormir et de la dépression, ben peut-être que l'Elavil pourra ralentir ton côlon irritable et pourra te donner un soulagement au niveau de tes symptômes. Des médicaments tels que le Paxil et le Prozac sont associés avec la diarrhée. Et ça serait un bon médicament pour une maladie psychiatrique et l'association avec la constipation. Donc, on peut utiliser les antidépresseurs à notre avantage si on connaît les effets secondaires ou les effets associés avec ces médicaments-là. Pour le traitement du côlon irritable, il y a quand même un aspect qui est très important à mon opinion, qu'il faudra qu'on en parle, et puis c'est adresser les symptômes psychiatriques. Donc, il y a plusieurs modalités qui peuvent être entamées en même temps que le traitement avec votre médecin de famille. Donc, je pense que ce serait important d'avoir euh, l'éducation, mais aussi d'être au courant de c'est quoi le côlon irritable, c'est quoi les causes, mais aussi savoir que euh, c'est quand même quelque chose il y a des causes, il y a des causes au niveau du microbiome, il y a des causes au niveau de l'intestin, de l'histamine et des choses. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans votre tête, mais c'est quelque chose qui peut aider en termes de euh, la, la souffrance de la maladie. Donc, aller voir et puis faire des sessions avec un psychologue, c'est quand même important. On appelle ça du cognitive behavioral therapy en anglais. La méditation est importante. Euh, avoir un bon sommeil, c'est quand même important. Faire de l'exercice assez régulièrement, c'est quand même important. Faire de l'exercice, c'est quelque chose qui va
aussi augmenter la sérotonine au niveau du cerveau de façon naturelle, donc c'est quand même important. La diète, c'est important. Donc, il y a plusieurs aspects et ce n'est pas juste les médicaments. Ce n'est pas les médicaments qui vont donner la solution parfaite ou complète. Donc, c'est une approche avec votre médecin en termes de médicaments pour soulager les symptômes, qui va changer le microbiome, mais aussi, il y a de la recherche et il y a du travail qu'il faut être fait chez soi, la nuit, à tous les jours. Donc, c'est quand même un, un traitement qui peut être long et c'est pas nécessairement associé avec un soulagement complet, mais c'est bon d'arriver à un point là où est-ce qu'on est capable de fonctionner, on est quand même content, on est capable de travailler et on sait que quand on mange telle chose, ça nous donne tel symptôme.